Alors bonjour, je suis Luc Heger, je suis enseignant dans le secondaire dans un collège en Ardèche et mon intérêt pour l'éducation au développement durable m'a amené l'an dernier à me rapprocher de l'ESPE et notamment du DU et du master organisé par Didier Mulnet et Pierre Naudimer. Et dans ce cadre-là, j'ai mené quelques petits travaux au sujet de la prospective. Alors, la prospective, c'est un mot qui revient très souvent et sur lequel on peut s'interroger beaucoup. Je parlerai ici de la prospective à partir de la définition de son père spirituel, à savoir Gaston Berger. C'est Gaston Berger qui définit la prospective au-delà d'une démarche, au-delà d'une discipline. Il s'agit pour lui d'une attitude. Une attitude étayée à partir de 5 points. Et pour lui, le premier de ces points, c'est d'abord voir loin, voir large, voir en profondeur, penser l'homme et prendre des risques. C'est autour de ces points donc que Gaston Berger, au lendemain de la guerre, autour des années 60 essentiellement, enfin disons 50 et 60, envisage d'avoir autour de lui une petite équipe qui travaillera sur ces points-là. Est-ce que la prospective est un mot qui finalement est un mot nouveau pour signifier la même chose que prévision ? C'est une vaste question, je ne vais pas trop m'attarder dessus, simplement j'ai envie de dire oui, c'est un synonyme avec en plus rajouter le mot incertitude, avec en plus rajouter le mot imaginaire et avec en plus rajouter le mot rupture. Et c'est vrai que très souvent il y a une ambiguïté pour la bonne et simple raison que la prospective est un domaine dont se sont emparés les prévisionnistes et certains prospectivistes, eux, estiment qu'il y a là une forme de récupération. Je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que les deux écoles peuvent être entendues. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la prospective est orientée vers l'avenir. Voilà. Ensuite, le problème est de savoir finalement comment expliquer aujourd'hui que la prospective est un mot ou un terme qui se répand partout. Bien, je crois essentiellement que c'est parce que depuis la Seconde Guerre, la prospective s'est répandue effectivement dans différents domaines. Elle était d'abord assignée au domaine qu'on lui a défini tout à l'heure, autour de Gaston Berger. Et puis, progressivement, elle s'est étendue à des champs nouveaux, et notamment, on a vu fleurir le mot de prospective accolé au mot territoire, au mot communication, au mot management, au mot métier. Et aujourd'hui, la prospective, effectivement, s'est répandue un peu partout. Phénomène d'ailleurs assez révélateur. À partir des années 80, une chaire de prospective va être créée. Et récemment, en 2014, une seconde autour de la prospective est créée également au CNAM. Enfin, le problème est de savoir si, au fond, la prospective, est-ce qu'on ne réinvente pas l'eau chaude? Est-ce que ce n'est pas une chose qui a toujours existé? Oui, on peut dire, bien sûr, que la prospective, disons, en germe, a toujours existé. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension quasi anthropologique de vouloir repercer le mystère du futur a toujours existé. Bien évidemment, elle est consubstantielle à l'homme, pourrait-on dire. Néanmoins, il me semble que la prospective est le fruit de ce premier élan autour duquel, historiquement, sont venus se greffer des idées ou des phénomènes nouveaux. Je pense notamment, par exemple, à 3 phénomènes. Le premier, c'est à la Renaissance humaniste, où pour la première fois, l'homme, finalement, se détache de Dieu. Pour la première fois, l'homme est renvoyé à lui-même, est renvoyé à son propre entendement pour essayer de construire et de penser le monde. Et je crois que de ce moment-là naissent l'apparition du doute, puisqu'il est confronté à son libre arbitre, à son discernement. Donc le doute qui sera mais consubstantiel à la pensée scientifique, et puis également aussi l'esprit critique. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, à mon avis, c'est autour, entre le XVIIe et le XIXe siècle, pour faire très large, c'est l'avènement de la pensée rationnelle, progressivement, du scientisme, et peut-on dire aussi peut-être d'une certaine forme d'idée d'avenir avec le matérialisme historique. Je pense que c'est la deuxième étape. La troisième étape, à l'aune du XXe siècle, ce fameux monde désenchanté dont parle Marx
Max Weber, je crois que dans différents domaines, on entre dans une ère de turbulence et je crois que les fondements qui faisaient notre rapport au monde d'un seul coup s'écroulent et sur ces ruines viennent se greffer de nouvelles pousses et c'est la fin de l'ère de la certitude, c'est le début de l'ère de l'incertitude, c'est l'apparition d'ailleurs de la pensée systémique et il me semble que c'est sur l'ensemble de ces trois étapes historiques que le discours de la prospective aujourd'hui se fonde. Enfin, dernier point, la prospective a-t-elle un intérêt pédagogique? Il me semble que oui, pour différentes raisons. D'abord parce que par essence, presque, on pourrait dire que la prospective produit un tropisme du futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la prospective parle d'un sujet qui en classe s'adresse à tous les élèves et qui séduit le futur, à tous les élèves et puis à tous les niveaux. À la fois par ses thèmes, à la fois par la nature de ces thèmes, à la fois parce qu'elle provoque une convergence vers des thèmes ou des quêtes qui sont communément partagées. Et puis également aussi parce que de cette manière-là, la prospective n'est pas seulement que l'affaire de tous, elle parle, elle interpelle le sujet, le moi de l'élève et individuellement. Et en ce sens, il me semble que quand le moi de l'élève est harponné, si l'on peut dire, il me semble que alors peuvent advenir des scénarios pédagogiques qui sont intéressants. Et puis, il me semble également que la prospective est capable des alchimies les plus improbables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en prospective, il n'y a pas de barrière entre la certitude et l'incertitude. Mettez-moi la relation qu'on peut conduire entre la science et l'imaginaire. Il me semble que, ce faisant, elle amène finalement, elle amènerait, si elle était mise en œuvre, elle amènerait vers une pensée qui se construirait différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette pensée, au lieu d'être plutôt dans une logique validante et vérifiante des vérités, elle aurait beaucoup plus ce recours à des processus imaginatifs et elle le permettrait de construire la pensée davantage à partir de ces manières d'appréhender la chose scolaire. Et me semble-t-il, ça pourrait avoir un effet aussi de reconfiguration par rapport au dispositif pédagogique et puis la manière d'aborder les champs disciplinaires. Enfin, j'ai l'impression également qu'on peut dire au total que la prospective, certes, n'a rien créé, mais on peut dire qu'elle peut être envisagée comme un vecteur d'acquis scientifique, la possibilité d'une relecture de l'histoire. C'est un plaidoyer pour l'action également. Et par ailleurs, c'est aussi une manière de mettre en exercice son libre arbitre, et ça renvoie notamment à des notions de valeur et d'éthique. Et puis, la prospective, projective et imaginative, par essence, elle pose bien les éléments d'une reconfiguration pédagogique signifiante, à mon avis.